Merde mec, c'est allumé et c'est de la merde, tu m'entends? Le 2 janvier 2026, Maduro est apparu à la télévision d'État en rencontrant des responsables chinois à Caracas. Le président américain Donald Trump a publié sur TRUTH Social que Maduro avait été, avec son épouse, capturé et expulsé du pays par avion. Sa prochaine apparition ne serait pas à la télévision, mais dans un tribunal à New York. Dans les 24 heures suivant la rencontre avec les responsables chinois, les forces américaines ont capturé Maduro et son épouse et les ont expulsés du Venezuela par avion, a déclaré Trump. Déplacer Maduro, c'était la doctrine Monroe en action. Peut-être a-t-il oublié de préciser qu'il ne s'agissait que de la bande-annonce. La doctrine Monroe n'était pas une stratégie aléatoire. Trump est remonté de plusieurs siècles en arrière pour l'emprunter à un génie. En 1823, le président américain James Monroe a annoncé une doctrine qui a bouleversé la politique mondiale à jamais. Elle déclarait que les puissances européennes devaient rester en dehors des Amériques, et, en échange, les États-Unis resteraient en dehors des conflits européens. Cela s'appelait la doctrine Monroe. C'était un coup de génie pour deux raisons. La doctrine Monroe a été émise pour empêcher la recolonisation européenne et l'ingérence dans les Amériques après l'indépendance de l'Amérique latine. Elle visait également à protéger la sécurité et les intérêts économiques des États-Unis, en déclarant l'hémisphère occidental comme une sphère d'influence distincte, fermée à toute future colonisation européenne et à leur système politique. 200 ans plus tard, le monde est très différent. Mais la doctrine est de retour. La seule différence réside dans l'objectif de cette doctrine. Lorsque Donald Trump a réintroduit cette doctrine, il l'a renommée la doctrine Monroe. Et cette fois, elle ne vise pas l'Europe, mais la Chine. Oui, tu as bien entendu. Tout ce que les États-Unis font aujourd'hui en Amérique latine et en Amérique du Sud nuit à l'influence de la Chine sur les plans économiques, stratégiques et politiques. Et si cette stratégie réussit, elle pourrait briser le rêve de domination mondiale de la Chine, alors que l'empreinte de la Chine en Amérique latine ne cesse de croître. Les signaux d'alarme retentissent à Washington, même si les États-Unis restent distraits par les grands conflits en Europe et au Moyen-Orient. Les décideurs politiques et les responsables militaires américains considèrent de plus en plus l'avancée de la Chine comme une menace directe pour l'influence américaine dans son propre arrière-cour. Maintenant, cette érosion ne s'est pas produite du jour au lendemain. Lors de son premier mandat, le président Donald Trump a adopté une position plus ferme sur l'Amérique latine que ses prédécesseurs. Son administration a imposé des sanctions à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela, réduit l'aide à plusieurs pays, notamment aux nations du Triangle du Nord en Amérique centrale, et s'est retiré de l'engagement commercial régional. Trump a également retiré les États-Unis du partenariat transpacifique, signalant un retrait plus large du commerce. Leadership. Cela semblait être une excellente décision, mais de nombreux analystes n'étaient pas d'accord. De nombreux analystes soutiennent que ces mesures ont involontairement rapproché plusieurs gouvernements d'Amérique latine de la Chine, qui offraient de l'argent sans condition. Lorsque Joe Biden est entré en fonction, il a promis de corriger le cap, ayant dirigé la politique latino-américaine en tant que vice-président sous Barack Obama. Joe Biden a constamment décrit la Chine comme un concurrent stratégique et a appelé à un renouveau du leadership américain dans la région. En 2021, Joe Biden et d'autres dirigeants du G7 ont lancé l'initiative Build Back Better World, ou B3W, conçue comme un contrepoids à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, y compris en Amérique latine. Mais la mise en œuvre a été insuffisante. L'administration Biden n'a engagé que 6 millions de dollars pour B3W lors de sa première année. L'initiative a ensuite été rebaptisée Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux, ce qui a soulevé des questions sur le sérieux et la capacité des États-Unis à s'engager sur le long terme. Lors du sommet des Amériques de 2022, Joe Biden a annoncé de nouvelles initiatives économiques, dont le Partenariat des Amériques pour la prospérité économique, visant à renforcer la compétitivité régionale. Son administration a également cherché à renforcer le soutien à Taïwan et a averti à plusieurs reprises les pays des risques liés à l'utilisation de la technologie Huawei. Pourtant, les critiques estiment que cela n'a pas suffi, notamment en matière de commerce. Le rapport 2024 de la Commission d'examen économique et de sécurité États-Unis-Chine a souligné comment l'influence croissante de la Chine en Amérique latine représente des défis stratégiques à long terme pour Washington. Le Congrès a donc tenté de réagir, du moins sur le papier. Jusqu'en 2024, les choses semblent incertaines, bien qu'en 2022, une législation bipartite présentée par le sénateur Bob Menendez et le sénateur Marco Rubio visait à contrer l'influence néfaste de la Chine en renforçant la coopération en matière de sécurité et les efforts de lutte contre les stupéfiants dans la région. D'autres propositions ont appelé à des partenariats commerciaux permanents des États-Unis à travers l'hémisphère occidental, encourageant les entreprises à relocaliser leur chaîne d'approvisionnement de la Chine vers des pays voisins. Mais aucune de ces propositions de loi n'est devenue loi,
Et tandis que Washington débat, prend du retard et détourne son attention, Pékin continue d'avancer, remodelant discrètement l'avenir de l'Amérique latine. Mais 2024 est arrivé. Et lors de son second mandat, Donald Trump est absolument clair sur une chose. La domination de la Chine en Amérique latine doit prendre fin. Pour cela, Donald Trump se réfère à près de 2 siècles en arrière, à la doctrine Monroe. À l'occasion du 250e anniversaire de la doctrine Monroe, le 2 décembre 2025, un communiqué de presse de la Maison-Blanche a explicitement déclaré que l'administration réaffirmait la doctrine dans le cadre de la politique America First. Donald Trump a à plusieurs reprises démontré son admiration pour les présidents américains du 19e siècle. Il a ouvertement loué des figures telles que William McKinley, à qui il attribue l'enrichissement de l'Amérique grâce aux tarifs douaniers. Theodore Roosevelt, qui a remodelé le commerce mondial et la projection de la puissance grâce à la construction du canal de Panama. Et James Monroe, le président qui a déclaré que les puissances étrangères n'ont aucun droit d'intervenir dans l'hémisphère occidental. Ce ne sont pas des références historiques aléatoires, elles révèlent quelque chose de bien plus profond. Trump est le premier président américain depuis Franklin D. Roosevelt à rejeter l'idée moderne selon laquelle les plus grandes menaces pour l'Amérique se trouvent dans des régions lointaines du monde. Pour Trump, le danger ne vient pas de l'étranger, il est ici, chez nous. Selon Trump, les plus grandes menaces auxquelles les États-Unis sont confrontés aujourd'hui sont l'immigration massive à la frontière sud et le trafic de drogue, qu'il associe à des dizaines de milliers de décès par overdose chaque année. Et cette conviction façonne tout. Pour Trump, l'objectif n'est pas simplement la sécurité des frontières, c'est la domination totale de l'hémisphère occidental, du pôle nord au pôle sud. En utilisant la supériorité militaire des États-Unis, leur poids économique et la pression politique, Trump vise à éliminer toutes les menaces dans l'hémisphère, qu'elles soient étrangères ou intérieures. Cela inclut aussi la Chine. Cette stratégie marque une rupture nette avec la politique étrangère américaine moderne. Au lieu de projeter sa puissance à travers des continents lointains, Trump recentre la force de l'Amérique sur son propre arrière-cour. C'est pourquoi beaucoup de médias ont donné à cette approche un nouveau nom, la doctrine Monroe. Il s'agit d'une version modernisée de la doctrine Monroe, mise à jour pour le XXIe siècle. Donc l'Amérique gagne cette bataille, du moins dans les gros titres. Sur le terrain, les deux camps sont engagés dans une concurrence féroce. Parce que la Chine prépare le terrain depuis des années, mais de manière moins voyante, le mérite de tous les succès qu'elle a obtenus dans la région était une faille. Vous voyez, l'Amérique du Sud et l'Amérique latine ne sont pas riches. Elles ne sont pas non plus entièrement laïques ou libérales. Il y a des exceptions. Des pays comme le Panama et le Brésil ont fait de grands progrès, mais pour la majeure partie de la région, le développement reste encore très en retard par rapport aux États-Unis. Et cet écart a des conséquences. Pendant des décennies, des institutions faibles, la pauvreté et l'instabilité ont permis aux réseaux criminels clandestins de prospérer. Les cartels de la drogue, les mafias et les gangs violents ont prospéré dans toute la région. Face à ces problèmes, les États-Unis ont choisi une approche dure. Washington a pris ses distances, exigeant des réformes politiques, des changements juridiques et des corrections constitutionnelles avant d'offrir son soutien. Mais la Chine, elle, a choisi une voie différente. Aucune condition. Aucune leçon sur la démocratie ou la gouvernance, aucune pression pour changer les lois ou les systèmes. La Chine a accepté ces pays sans condition. En 2024, Pékin a signé des accords de libre-échange avec le Chili, le Costa Rica, l'Équateur, le Nicaragua et le Pérou. Les négociations avec l'Uruguay ont échoué en raison de la résistance du bloc commercial du Mercosur, le bloc commercial sud-américain, fondé en 1991 par l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Malgré ce revers, la Chine a poursuivi la conclusion d'accords commerciaux ailleurs. Plus de 20 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont rejoint l'initiative chinoise, la ceinture et la route, la Colombie étant le dernier en date. Aujourd'hui, des pays comme le Brésil, Cuba, le Paraguay, le Pérou et le Venezuela accueillent certaines des plus grandes communautés de la diaspora chinoise en Amérique latine. La preuve vivante que l'influence de la Chine dans la région n'est plus temporaire ni symbolique. Mais le commerce n'est qu'une partie de l'histoire. Le véritable ciment qui lie la Chine à l'Amérique latine, c'est l'argent. Les investissements directs étrangers chinois et les prêts garantis par l'État sont devenus des outils d'influence puissants dans toute la région. En 2024, les investissements directs étrangers de la Chine en Amérique latine et dans les Caraïbes ont atteint environ 85 milliards de dollars, soit environ 6% du total des investissements directs étrangers chinois. Derrière cela se trouvent les banques politiques chinoises, la Banque chinoise de développement et la Banque d'import-export de Chine, qui comptent désormais parmi les plus grands prêteurs de la région. Depuis 2005, ces deux banques ont accordé plus de 120 milliards de dollars de prêts au gouvernement et aux entreprises publiques d'Amérique latine et des Caraïbes. La majeure partie de cet argent a été investie dans des projets énergétiques et d'infrastructures, souvent soutenus par des accords pétrole contre prêt.
Aucun pays n'illustre cela mieux que le Venezuela, et de loin le plus grand emprunteur de la Chine dans la région, recevant près de 60 milliards de dollars de prêts d'État chinois, principalement liés au pétrole, aux centrales électriques et aux infrastructures. Ces fonds semblent lucratifs, mais leurs conséquences ne l'étaient pas. Les prêts chinois paraissent souvent attrayants, car ils comportent moins de conditions politiques que les financements occidentaux. Mais pour les pays économiquement fragiles, cette dépendance peut devenir dangereuse. Les critiques ont averti que des nations comme le Venezuela sont tombées dans ce qu'ils appellent des pièges de la dette, des situations où des emprunts massifs mènent à une crise de remboursement, voire à un défaut de paiement. Aujourd'hui, plusieurs pays d'Amérique latine cherchent activement à renégocier les conditions de leur dette envers la Chine. Les analystes soutiennent que certaines entreprises chinoises opèrent avec des normes environnementales et sociales plus faibles, ce qui suscite des inquiétudes quant aux dommages à long terme pour les communautés locales et les écosystèmes. Encore plus préoccupant pour de nombreux gouvernements est l'empreinte croissante de la Chine dans les infrastructures critiques, comme les ports, les réseaux électriques et les réseaux énergétiques. Les critiques avertissent que ce niveau de contrôle pourrait devenir un risque pour la sécurité nationale, surtout en période de tensions géopolitiques. L'une des initiatives les plus révélatrices et la promesse de la Chine d'inviter 300 responsables de partis politiques des pays de la communauté des États latino-américains et Caraïbes à Pékin chaque année, soit 900 sur 3 ans. Cet effort va au-delà de la diplomatie traditionnelle. C'est une stratégie conçue pour se prémunir contre la volatilité électorale. Alors que les gouvernements de gauche au Mexique, au Brésil, en Colombie et au Chili se montrent plus réceptifs à Pékin, la Chine semble pleinement consciente que le leadership régional peut changer brusquement. Des élections présidentielles ou parlementaires sont prévues au Chili, en Bolivie, en Jamaïque et au Honduras, en 2025 au Brésil, au Pérou, en Colombie et au Costa Rica, en 2020 en Argentine et au Guatemala, allié de Taïwan, en 2027 ainsi qu'au Paraguay. L'autre principal allié régional de Taïwan, en 2028, en cultivant des relations avec des dirigeants de partis de niveau moyen et supérieur, y compris des candidats potentiels à la présidence ou au poste de Premier ministre. La Chine renforce la résilience politique de sa stratégie en Amérique latine et dans les Caraïbes. Amérique latine et Caraïbes. L'Amérique ne semblait pas de taille face à la stratégie de la Chine, mais elle avait un plan étrange. Elle a utilisé son plus grand atout pour réaliser l'un des plus grands retours de l'histoire. En février 2025, Donald Trump a imposé des droits de douane au Canada, au Mexique et à la Chine, invoquant leur rôle dans l'afflux de fentanyl aux États-Unis. Même si le Canada n'est pratiquement pas une source significative de cette drogue. Malgré les critiques, tous ces droits de douane sont restés en place. Puis, en août 2025, Donald Trump est allé encore plus loin. Il a signé une directive autorisant l'armée américaine à cibler directement les cartels de la drogue, les désignant officiellement comme organisations terroristes étrangères. L'Amérique latine a beaucoup de cartels et il y a beaucoup de drogue qui circulent, a déclaré Donald Trump. Donc vous savez, nous voulons protéger notre pays. Nous devons protéger notre pays. Au cours des 2 derniers mois, le Pentagone a déployé une démonstration de force massive, envoyant des flottes navales, la puissance aérienne et près de 10 000 soldats pour des opérations d'interdiction de la drogue. Roosevelt Roads, une base navale américaine qui avait été fermée en 2004, est maintenant en train d'être réactivée. À l'extérieur d'un hangar à avions, de jeunes soldats se dirigent vers une remorque de ravitaillement couverte de mots. Là où nous allons, vous allez. Un avion est stationné sur le tarmac. Dans le cadre du renforcement militaire plus large dans les Caraïbes, 10 chasseurs F-35B ont été déployés sur la base. Puis est venue la mesure la plus spectaculaire de toutes. Le Pentagone a ordonné au porte-avions United States Ship Gerald R. Ford et à tout son groupe de combat de se rendre dans les Caraïbes. Une fois le déploiement terminé, les États-Unis auront positionné près d'un 7e de toute leur marine dans la région. Le plus grand renforcement naval depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Déployer une force aussi massive contre les cartels de la drogue semblait insensé, mais c'était précisément le but recherché. Les drogues n'ont jamais été la véritable cible. La présence militaire écrasante est conçue pour intimider, faire pression et potentiellement renverser les régimes que Donald Trump considère comme hostiles. La lutte contre la drogue n'est qu'une justification légale. La cible la plus évidente est Nicolás Maduro du Venezuela, mais Maduro n'est pas le seul. Lorsque le président colombien Gustavo Petro a accusé les États-Unis d'avoir tué des pêcheurs innocents lors d'opérations navales, Donald Trump a réagi en coupant toute l'aide américaine à la Colombie et en qualifiant Petro de chef de la drogue illégale. Cette accusation à elle seule pourrait servir de prétexte à une action américaine contre un autre gouvernement. Il ne s'agit plus simplement d'une politique de lutte contre la drogue, c'est une tentative à grande échelle de réaffirmer la domination américaine sur l'hémisphère occidental. C'est pourquoi les propos de Trump sur le canal de Panama et le Groenland, juste après son entrée en fonction en janvier 2025, n'étaient pas une coïncidence. Dès le premier jour, il a signalé que le contrôle des zones géographiques stratégiques
était de retour au centre de la politique américaine. Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que la Chine contrôle secrètement le canal de Panama, même s'il appartient officiellement au Panama, et est exploité par ce pays. Il a ouvertement menacé de reprendre le canal, une voie navigable que les États-Unis ont officiellement cédée en 1999, arguant qu'elle est trop importante pour être influencée par une puissance rivale. Que cette affirmation soit exacte ou non, n'est pas la question. Au cours de la dernière décennie, la Chine a considérablement étendu son influence en Amérique latine, en utilisant une stratégie extrêmement efficace. Cette technique semblait invincible, mais les États-Unis ont tout de même trouvé un moyen de résoudre le problème le plus difficile. C'était en 2017, l'année où le Panama a rejoint l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, une décision que Washington a immédiatement considérée comme un signal d'alarme stratégique. Les États-Unis considéraient l'initiative des nouvelles routes de la soie, non pas comme un simple investissement dans les infrastructures, mais comme un moyen pour la Chine d'étendre son contrôle politique et économique dans l'hémisphère occidental. Quelques années plus tard, la pression a commencé à se faire sentir. Le Panama a ensuite annoncé qu'il prendrait ses distances avec l'initiative des nouvelles routes de la soie, un signe clair de son éloignement de Pékin et de son réalignement avec les États-Unis. Puis sont venus les ports, les deux ports les plus stratégiques, situés à chaque extrémité du canal de Panama. Balboa et Cristobal ont été construits avec des investissements américains, mais sont exploités par Panama Ports Company, une filiale de C.K. Hutchison Holdings. C.K. Hutchison est un conglomérat basé à Hong Kong, avec des liens étroits avec Pékin, et il détient une participation de 90% dans la société qui exploite ces ports. La concession initiale a été accordée en 1997, puis renouvelée pour 25 ans supplémentaires en 2021. Alors que les critiques des États-Unis concernant la gestion du canal par le Panama s'intensifiaient, la question a éclaté au grand jour. Le procureur général du Panama a publiquement soutenu la révocation de la concession de C.K. Hutchison, remettant en question le fait qu'un actif aussi stratégique doive rester sous le contrôle d'entreprises liées à la Chine. Mais ensuite est venu le tournant. Le 3 mars 2025, BlackRock, le géant américain de la gestion d'actifs, a mené un consortium d'investisseurs pour acheter la concession d'exploitation des ports de Balboa et Crystal Ball pour près de 23 milliards de dollars. Ce n'était pas simplement une affaire commerciale. Cela s'est produit alors que le Panama faisait face à une pression sans précédent de la part de Washington. Et cela a envoyé un message clair. Les États-Unis reprenèrent le contrôle sur l'un des points d'étranglement les plus stratégiques de la planète. Pour Trump, la perception d'une influence chinoise sur un point d'étranglement aussi crucial est inacceptable. En même temps, l'administration a agi de manière agressive sur le plan économique. Trump a imposé un tarif de base de 10% sur les importations provenant de la plupart des pays, y compris ceux d'Amérique latine, tout en appliquant des tarifs encore plus élevés à des pays comme le Mexique et le Brésil, où l'influence économique chinoise est plus forte. Officiellement, il invoquait des préoccupations concernant l'immigration illégale et le trafic de drogue. Mais en réalité, le message était clair, coopérez avec la Maison-Blanche, et les États-Unis vous récompenseront financièrement et politiquement. Prenez le président argentin Javier Milei, qui a fait campagne avec le slogan « Rendre l'Argentine grande à nouveau » et a ouvertement remis en question la défaite de Trump à l'élection de 2020. Lorsque l'économie de l'Argentine a vacillé au bord de l'effondrement en octobre 2025, l'administration Trump est intervenue avec un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars. Quelques jours plus tard, lors des élections de mi-mandat, le parti de Milei a remporté une grande victoire. Le lendemain, Trump s'est attribué le mérite. « Nous prenons vraiment le contrôle de l'Amérique du Sud », a-t-il déclaré aux journalistes au Salvador. Le président Nayib Bukele a accepté d'accueillir plus de 200 Vénézuéliens expulsés et de les loger dans la prison de haute sécurité du pays, alors qu'aucune autre nation n'était disposée à le faire. En Bolivie, 2 décennies de règne de la gauche ont pris fin en novembre 2025, un résultat ouvertement célébré par les responsables américains. Le Chili semble désormais prêt à élire un président de droite qui a adopté les positions de Trump. Au Pérou, des responsables de l'administration Trump auraient cherché à aider un candidat présidentiel de premier plan, un maire de droite surnommé Porky, alors même qu'il organisait une cérémonie en mémoire de Charlie Kirk, l'activiste conservateur assassiné en septembre. Mais pour ceux qui ont refusé de coopérer, il y a des conséquences. La Maison-Blanche a agi de manière agressive contre les 3 gouvernements autocratiques de gauche d'Amérique latine, menaçant d'imposer des droits de douane à 100% au Nicaragua, isolant davantage Cuba et lançant une campagne de pression intense contre le Venezuela. Le Brésil, cependant, est devenu l'épreuve la plus difficile pour la stratégie de Trump. En juillet 2025, Trump a imposé des droits de douane de 50% et des sanctions au Brésil, dans le but de stopper les poursuites pénales contre l'ancien président Jair Bolsonaro, un proche allié de Trump. Le président actuel du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a riposté publiquement et sa cote de popularité a augmenté. Le Brésil a ensuite condamné Bolsonaro pour tentative de coup d'État et l'a condamné à 27 ans de prison. Quelques semaines plus tard, Trump a brusquement changé de cap. Il a rencontré le président Lula,
a dit qu'il l'aimait bien, et les deux pays négocient maintenant la fin des tarifs douaniers. Pendant des années, les décideurs américains ont largement ignoré les réalités diplomatiques et économiques de l'Amérique du Sud, préférant se concentrer sur l'Europe et l'Asie. Ce vide n'est pas resté inoccupé. La Chine est intervenue. Maintenant, Trump pense que les États-Unis doivent réaffirmer leur contrôle sur l'Amérique du Sud à tout prix, afin que la Chine ne puisse pas transformer la région en arrière-cour stratégique contre l'Amérique. C'est pourquoi beaucoup de ces actions semblent dures, voire extrêmes. Selon Trump, il ne s'agit pas de popularité ou de démocratie, mais de prévention. Cette perspective est également clairement exprimée dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis 2025, qui met l'accent sur un renouveau de l'attention portée au renforcement de l'hémisphère occidental. Cette posture militaire élargie a commencé à partir d'un niveau très bas en juin, avant le début du renforcement. Les États-Unis comptaient environ 2400 soldats en service actif stationnés en Amérique latine et dans les Caraïbes, y compris à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines. Aucun navire de la marine n'était affecté en permanence et seulement une poignée d'avions étaient dispersés dans la région. Aujourd'hui, rien qu'à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines, il y a des dizaines d'avions, des dizaines de navires de la marine opérant au large et environ 15 000 soldats déployés. Dans cette optique, les États-Unis réajustent leur présence militaire mondiale, cherchant à améliorer leurs relations avec les nations régionales, sans imposer de réformes démocratiques, s'engager avec des pays dont les systèmes et la gouvernance diffèrent de ceux des États-Unis, et exercer un plus grand contrôle sur les principales voies maritimes. La Chine a également pris note de ce changement. Quelques jours seulement après que la Maison-Blanche a publié sa déclaration marquant l'anniversaire de la doctrine Monroe, Pékin a publié son livre blanc sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Le document expose clairement l'intention de la Chine d'élargir son engagement économique, humanitaire et militaire dans toute la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Cependant, le document porte moins sur l'expansion des investissements chinois en Amérique du Sud que sur la volonté de contrer les États-Unis à travers un langage diplomatique. Cela indique que Pékin n'a aucune intention de ralentir ou d'inverser son engagement dans la région. La connexion de la Chine avec l'Amérique latine n'est pas nouvelle, elle remonte déjà au XVIe siècle. C'était à l'époque où la route commerciale du Galion de Manille reliait la Chine et le Mexique, transportant de la porcelaine, de la soie et des épices à travers le Pacifique. Bien avant la géopolitique moderne, la Chine commerçait déjà avec les Amériques. Dans les années 1840, ces liens se sont approfondis, mais d'une manière plus sombre. Des centaines de milliers de migrants chinois ont été envoyés en Amérique latine comme coulis, des ouvriers arrêtés, forcés de travailler dans les plantations de sucre à Cuba et dans les mines d'argent à travers le Pérou. Pendant les 100 années suivantes, la relation de la Chine avec la région est restée principalement axée sur la migration. Pékin était absorbé par des révolutions internes, des guerres et des bouleversements politiques, laissant peu de place à des ambitions mondiales. Cela a commencé à changer dans les années 1970. Après la visite historique du président Richard Nixon en Chine en 1972, la plupart des pays d'Amérique latine ont officiellement reconnu le gouvernement communiste de Mao Zedong. Pourtant, l'engagement réel était resté limité. Le véritable tournant est survenu en 2001 lorsque la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce. À partir de ce moment-là, les liens économiques, politiques et culturels ont explosé. Au début du XXIe siècle, la Chine était à peine un facteur dans l'économie de l'Amérique latine. En 2000, les marchés chinois représentaient moins de 2% des exportations totales de l'Amérique latine. Mais tout a changé lorsque l'économie chinoise a explosé. La croissance industrielle rapide de la Chine a créé une énorme soif de matières premières, et l'Amérique latine était parfaitement positionnée pour les fournir. Ce qui a suivi fut un boom historique des matières premières. Au cours des 8 années suivantes, le commerce entre la Chine et l'Amérique latine a augmenté à un rythme impressionnant de 31% par an. En 2021, le commerce total a dépassé 450 milliards de dollars. En 2024, il avait atteint 518 milliards de dollars selon les médias d'État chinois. Certains économistes prédisent désormais que ce chiffre pourrait dépasser 700 milliards de dollars d'ici 2035. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Amérique du Sud, et le deuxième pour l'Amérique latine dans son ensemble, juste derrière les États-Unis. L'Amérique latine exporte principalement du soja, des produits agricoles, de la viande, du cuivre, du pétrole brut et d'autres matières premières, les ressources mêmes dont la Chine a besoin pour alimenter ses usines et ses infrastructures. En retour, la région importe de Chine des biens manufacturés à plus forte valeur ajoutée, électronique, machines, véhicules et produits de consommation. Mais cette relation a un coût. De nombreux experts affirment que les importations bon marché en provenance de Chine ont fragilisé les industries locales, rendant difficile la concurrence pour les fabricants nationaux. La Chine n'a pas cessé de commercer. Pékin est également un membre votant non emprunteur de la Banque interaméricaine de développement et de la Banque de développement des Caraïbes, ce qui lui confère de l'influence au sein de ces institutions, autrefois dominées par l'Occident. Puis,
est arrivé le mois de mai 2025, lors d'une importante réunion ministérielle du forum Chine-CELAC à Pékin. La Chine a indiqué qu'elle n'allait pas ralentir, mais qu'elle allait accélérer. Le président Xi Jinping a annoncé une ligne de crédit de plusieurs milliards de yuan, d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars destinée à la communauté des États latino-américains et caraïbes. Les États membres précisent que ce financement soutiendrait des programmes axés sur le développement, la paix et la sécurité. La Chine a même promis un voyage sans visa pour 5 pays non spécifiés. Cependant, les investissements du gouvernement chinois dans la région ont commencé à diminuer. Les dépenses des institutions financières publiques ont ralenti et les entreprises chinoises sont désormais à l'origine des investissements dans des secteurs soigneusement sélectionnés d'importance stratégique pour Pékin, notamment la technologie, les télécommunications, l'énergie verte, les minéraux critiques et les véhicules électriques. Le nouveau cadre communauté des États latino-américains et caraïbes de la Chine reflète ce passage à des priorités économiques ciblées, parallèlement à une expansion significative de ses liens politiques et sociaux avec la région. Les experts disent que ce moment a été crucial. Il a montré l'intention claire de Pékin de combler le vide laissé par les États-Unis, surtout après que Washington a réduit son engagement régional sous la présidence de Trump. Donc la Chine semblait être une excellente option, jusqu'à ce qu'il réalise le prix à payer. Prenez le Chili, par exemple. En 2023, le Chili a exporté pour près de 38 milliards de dollars de marchandises vers la Chine. Cela représente environ 38% de ses exportations totales. Bien que ce soit rentable, ce niveau de dépendance rend les pays vulnérables à la pression économique si les relations se détériorent. Au cœur de la stratégie de la Chine se trouve ce qu'elle appelle sa coopération Sud-Sud. Sur le papier, il s'agit d'un cadre de développement basé sur l'aide, l'investissement et le commerce. En réalité, c'est une campagne d'influence soigneusement conçue. La Chine a fortement misé sur le soft power, la culture, l'éducation, les bourses, les médias et les échanges politiques pour gagner la sympathie des pays d'Amérique latine. L'objectif est clair, présenter Pékin comme une alternative crédible aux États-Unis et à l'Europe. Cet effort s'est accéléré en 2001 lorsque l'ancien président chinois Jiang Zemin a effectué une tournée historique de 13 jours en Amérique latine. Depuis lors, l'engagement politique de haut niveau est devenu une routine. Le président Xi Jinping, à lui seul, a visité la région au moins 5 fois depuis son entrée en fonction en 2013. Et désormais, le trafic se fait dans les deux sens. En 2023, un nombre record de 8 présidents latino-américains ont visité la Chine, contre un seul en 2022 et aucun en 2021 ou 2020. En plus de dizaines d'accords bilatéraux, la Chine a signé des partenariats stratégiques, globaux, sa relation diplomatique de plus haut niveau la plus courante, avec l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Équateur, le Mexique, le Pérou et le Venezuela. Mais l'économie et la diplomatie ne sont pas les seuls moteurs. Un autre objectif clé est d'isoler Taïwan. La Chine refuse toute relation diplomatique avec un pays qui reconnaît la souveraineté de Taïwan. En conséquence, le soutien de l'Amérique latine à Taïwan s'est effondré progressivement. Aujourd'hui, seuls le Belize, le Guatemala, Haïti et le Paraguay reconnaissent encore Taïwan, ainsi qu'une poignée de nations caribéennes. En 2023, le Honduras a transféré son allégeance à Pékin après que Taïwan a refusé sa demande de milliards de dollars d'aide. La même année, le Parlement d'Amérique centrale a voté l'expulsion de Taïwan en tant qu'observateur permanent et l'a remplacé par la Chine. Il y a aussi une dimension politique qui inquiète de nombreux observateurs. Certains analystes soutiennent que le renforcement des liens entre la Chine et l'Amérique latine consolide les gouvernements autoritaires, en particulier à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela. Evan Ellis, professeur-chercheur au collège de guerre de l'armée américaine, décrit la Chine comme un incubateur de populisme. Ce n'est pas parce que Pékin crée activement des régimes autoritaires, mais parce que ces régimes trouvent en Chine un partenaire volontaire et fiable. La stratégie de la Chine en Amérique latine ne se limite pas au commerce, à l'investissement ou à la diplomatie. Elle comporte également une dimension sécuritaire et militaire, selon le livre blanc de la politique chinoise sur l'Amérique latine de 2016. Pékin met clairement l'accent sur la coopération en matière de défense et de sécurité, qui comprend la vente d'armes, les échanges militaires, les programmes de formation et la collaboration en matière de renseignement. Au centre de cet effort se trouve le Venezuela. Après que les États-Unis ont interdit toutes les ventes d'armes commerciales à Caracas en 2006, le Venezuela s'est tourné résolument vers la Chine. Aujourd'hui, c'est le plus grand acheteur d'équipements militaires chinois dans la région. Mais le Venezuela n'est pas seul. Des pays comme l'Argentine, la Bolivie et l'Équateur ont acheté des avions militaires chinois, des véhicules terrestres, des systèmes radars, des fusils d'assaut et du matériel de surveillance. Cuba est allé encore plus loin. La Havane a accueilli des visites de port de l'armée populaire de libération chinoise, des activités d'entraînement conjointes et un engagement militaire plus poussé.
Les responsables du renseignement américain ont exprimé de vives inquiétudes quant au fait que la Chine renforce également sa coopération en matière de renseignement avec Cuba, un développement sensible à seulement quelques kilomètres des côtes américaines. L'implication de la Chine s'est même étendue aux opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. En 2004, Pékin a rejoint la mission de l'Organisation des Nations Unies en Haïti, déployant plus de 100 policiers anti-émeutes. Bien que la Chine se soit retirée d'Haïti moins de 10 ans plus tard, son empreinte sécuritaire dans la région n'a pas disparu, elle a plutôt évolué. La Chine continue de mener des exercices d'entraînement militaire, de soutenir les agences chargées de l'application de la loi et de fournir du matériel de sécurité à travers l'Amérique latine. Pendant l'administration d'Evo Morales en Bolivie, des équipements anti-émeutes et des véhicules militaires fabriqués en Chine ont été fournis aux forces de police du Guyana et de Trinité et Tobago. La Chine a fait don de véhicules de transport et de motos aux agences chargées de l'application de la loi en Équateur. Pékin a fourni des dizaines de milliers d'armes automatiques. Et maintenant, seul le temps dira qui réussira finalement à étendre son influence à travers l'Amérique du Sud.